Je suis Augustin Djégué. Je suis le président de l'association des journalistes et animateurs des médias en ligne de la diaspora. Je voudrais avant tout vous souhaiter à tous la bienvenue à cette conférence qui sera animée par l'ambassadeur Ali Touré, le porte-parole de la plateforme Convergence 2020. Le mouvement Convergence 2020, il est important de le rappeler, est né de la volonté d'un Ivoirien. Un homme politique qui a compris très tôt dans la grisaille de la crise politique que la Côte d'Ivoire a connue, qu'au-delà de nos divergences politiques, nous sommes avant tout des fils et des filles de la Côte d'Ivoire et nous devions cesser de nous regarder en chien de faïence pour avancer dans la cohésion, dans la paix et dans la concorde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Ali Touré, qui est là juste à mes côtés, a décidé de vous parler. Parce qu'il a décidé de donner une autre orientation à notre plateforme Convergence 2020. Et il va vous expliquer lui-même tous les points importants de cette nouvelle orientation qu'il veut donner. Mais il est bon de rappeler que le 25 juin 2015, en ce même lieu, lors de la grande conférence internationale organisée par Convergence 2020, en présence d'un parterre de conférenciers, M. Ali Touré, pour résumer son action sous tous les angles, nous avait dit, et je cite, « Convergence 2020 qui se veut un reflet de la diversité de notre pays est surtout une plateforme inclusive qui est ouverte à toutes les sensibilités nationales qui souhaitent mutualiser leurs efforts et contributions dans la paix, la cohésion et la concorde afin que les enfants de la Côte d'Ivoire regardent dans la même direction à l'horizon de 2020. Chers confrères, nous sommes aujourd'hui en 2020. L'heure du bilan de la plateforme a-t-elle sonné? Quelles sont les nouvelles orientations que le fondateur et porte-parole de l'association, l'ambassadeur Ali Touré, souhaite-t-il donner à son mouvement? M. Ali Touré est là, il va répondre à toutes ces préoccupations. Mais avant, je vais lui donner la parole et dans des propos liminaires, il va planter le décor et vous aurez ensuite l'opportunité de poser toutes les questions qui vous siègent. Je vous remercie. M. Ali Touré. D'accord. Merci, M. Augustin Djégué. Je voudrais aussi remercier mon ami et frère Simplice Tanguy à ma droite, ainsi que tous mes collaborateurs et tous ceux qui se sont déplacés cet après-midi, afin que nous puissions échanger sur la Convergence 2020, une plateforme composée d'Ivoiriens d'horizons divers qui ont vite perçu la nécessité de renouer le contact après la grave crise post-électorale que nous avons traversée en 2010. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter au nom de la Convergence à chacune et à chacun d'entre vous nos voeux les meilleurs de paix, de bonheur et surtout de santé. Comme l'a indiqué le modérateur, M. Augustin Djégué, je vais dans un premier temps vous lire les propos liminaires. Ensuite, dire brièvement pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir une nouvelle orientation et vous permettre de poser des questions. Mes chers frères, chères sœurs, voilà bientôt presque 9 ans que nous travaillons tous à l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Ces efforts font suite à une série de crises que notre pays a connues. Crises qui ont fortement entamé l'unité nationale et la cohésion, pour ne citer que celle-là parmi les conséquences des crises successives que nous avons traversées. La sortie d'une telle situation exigeait le rétablissement rapide de la confiance entre le gouvernement et les populations, mais surtout, il fallait formuler une vision politique qui soit à même de recueillir l'adhésion et la remobilisation de toutes les filles et de tous les fils de notre pays en vue de la relance du processus démocratique et de son développement. Cette vision nationale
a été formulée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à travers sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Depuis la formulation de cette vision, les initiatives se sont accélérées et ne cessent de se multiplier, aussi bien des démembrements de l'État que des organisations de la société civile. Voilà pourquoi, en 2014, nous avons mis sur pied la Convergence, qui est une plateforme qui regroupe toutes les sensibilités des Ivoiriens. La Convergence 2020 s'inscrit dans cette grande logique de vulgarisation et d'appropriation de la notion d'émergence. À travers sa campagne qu'elle a initiée depuis plusieurs années, la Convergence 2020 veut surtout obtenir un consensus minimum autour de cette vision nationale dont la réalisation nécessite l'implication ou la participation de tous sans exclusion. Notre action vise donc en premier chef à éviter la résurgence des conflits à travers l'engagement de tous les enfants de ce pays, à reconnaître notre communauté de destin et à réaffirmer notre ferme volonté de vivre ensemble. Une fois ce minimum acquis, ensemble, main dans la main, nous devons œuvrer à faire de notre chère Côte d'Ivoire un pays émergent où il fait bon vivre, c'est-à-dire un pays dans lequel la majorité des Ivoiriens vit dans des conditions meilleures. L'avènement d'une Côte d'Ivoire émergente exige de tous les Ivoiriens efforts et sacrifices appropriés pour sortir de la situation que nous avons vécue et envisager l'avenir avec espoir et sérénité. On le sait que trop bien, le développement a horreur du bruit. Et Dieu sait combien de bruit nous avons tous entendu ces dernières années dans notre chère Côte d'Ivoire. Avec tant de bruit, notre pays n'a pas pu créer les conditions d'épanouissement individuel auxquelles ses citoyens avaient droit. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rectifier le tir en incarnant chacun et chacune à son niveau la devise nationale qui est plus que jamais bien à propos. Union, discipline et travail. En ce qui concerne l'Union, pendant plus de 10 ans, l'Union nous a cruellement fait défaut et le résultat de cet état de fait se passe de commentaires. Il est donc impérieux, à notre avis, que nous soyons unis dans notre diversité politique, ethnique, religieuse, et cela sur la base des valeurs morales universelles. En ce qui concerne la discipline, l'Union ne saurait se concevoir sans la discipline. Il est donc important que nous fassions preuve de discipline dans notre quête de la paix et du bien-être commun. Ayons foi en l'avenir et faisons confiance au président Ouattara pour achever cette œuvre noble. En ce qui concerne le travail, après tant d'années de crise, il est indéniable que notre pays accuse un recul et a accusé un recul à tous les niveaux. Nous devons travailler d'arrache-pied pour combler ce retard et amorcer notre décollage vers le statut de pays émergent. Bien entendu, rien de tout cela ne sera possible sans l'adhésion de tous en général et de la jeunesse en particulier à la dynamique de réconciliation et de paix. Pour nous, il va sans dire aussi que le rôle des femmes est très important dans la quête de cette paix. C'est pourquoi nous lançons un appel du fond du cœur à toute la jeunesse ivoirienne, afin qu'elle fasse un sursaut patriotique pour conquérir et préserver la paix. Je peux vous assurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour éviter le retour de la violence dans notre pays. Tournez donc le dos à la violence et à toute facilité. Tournez-vous résolument et patiemment vers le travail. Notre salut à tous réside à notre capacité à œuvrer à la résolution des nombreux problèmes qui nous assaillent au quotidien. Le gouvernement se soucie plutôt de trouver à chacune et à chacun de vous du travail. Et cela ne pourrait pas se faire sans la paix et la concorde. L'avenir de ce pays est notre avenir. La Côte d'Ivoire de demain sera à notre image. En tant que ses futurs dirigeants,
nous devons être outillés de manière à préserver ses acquis, à défendre ses intérêts et à faire prospérer ses idéaux et ses valeurs. Comme vous le constatez, la tâche ne sera pas aisée et les défis que nous devons relever sont immenses. Voilà pourquoi l'unité nationale s'avère plus que prépondérante. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les signes sont bons et l'objectif est à notre portée, surtout lorsqu'on se rappelle les conditions qui étaient les nôtres il y a 9 ans de cela. La sécurité s'est améliorée de façon significative dans notre pays. Les infrastructures surgissent ça et là. Les logements sociaux sont une réalité. La Côte d'Ivoire est à nouveau fréquentable. La croissance économique est au rendez-vous. Pourtant, très peu de personnes auraient parié sur une telle performance économique ivoirienne au sortir de la crise post-électorale, tant il y avait des défis à relever. Aujourd'hui, les experts et consultants internationaux, les partenaires de développement, les institutions internationales sont unanimes à reconnaître que la Côte d'Ivoire, notre pays, est sur la bonne voie. En vue de participer pleinement au débat en Côte d'Ivoire, je vous informe que dorénavant, notre plateforme ne sera plus Convergence 2020. Elle s'appellera désormais Côte d'Ivoire Vision. Il nous appartient à tous de consolider et améliorer ces acquis à travers le consensus minimum que nous appelons convergence. Je voudrais finir ces propos pour faire un peu un mini bilan de la convergence. En 2014, un certain nombre d'Ivoiriens, dont moi-même, d'horizons différentes, de confessions religieuses différentes, d'appartenances politiques différentes, nous nous sommes réunis pour voir qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble pour aider les Ivoiriens à vivre ensemble de nouveau. Et je dois indiquer ici, et tous ceux qui sont dans cette salle peuvent le témoigner, les uns et les autres étaient braqués, les positions étaient rigides, et la convergence a reçu l'exploit, après la crise post-électorale, d'être la première structure de la diaspora, même en Côte d'Ivoire, d'avoir pu réunir des Ivoiriens de tendances différentes sans qu'il n'y ait de palabres. Ça s'est passé en juillet 2014 à l'hôtel Pullman à Montparnasse. Nous avons permis aux Ivoiriens de bords différents de nous rejoindre dans nos manifestations et vice-versa. Nous avons facilité même l'entrée et le retour de certains Ivoiriens qui avaient peur des conséquences de la crise électorale, de se rendre à Abidjan tranquillement et de vaquer à leurs occupations et à leurs manifestations politiques. Aujourd'hui, nous estimons que nous avons fait ce que nous pouvons pour la réconciliation et qu'il faut passer à autre chose. Et autre chose, c'est comment, ensemble, bien qu'étant différents, nous pourrions nous mettre ensemble pour penser au développement de la Côte d'Ivoire, pour penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Lorsque le président de la République dit qu'il faut créer les conditions pour que le flambeau puisse être passé à une nouvelle génération, c'est de nous qu'il s'agit. Alors, la question que nous posons au niveau de la convergence, serions-nous prêts pour relever ces défis? Le président Faure-Bagné, paix à son âme, à son temps, avait fait confiance à la jeunesse en nommant la plupart des ministres qui avaient la trentaine, 30-35 ans, et vous les connaissez. Ils ont fait leur preuve. Alors, nous avons décidé, nous, de nous engager dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Bien entendu, nous continuerons nos missions de sensibilisation à la paix. Nous continuons de demander aux gens de désarmer leurs bouches, de désarmer leurs plumes, et qu'il faut faire mentir le monde entier. En 2010, nous avons eu des problèmes en Côte d'Ivoire. En 2015, les élections se sont très bien passées. En 2020, il faut qu'elles se passent bien. Il n'y a pas de raison qu'elles ne se passent pas bien. Voilà, mesdames et messieurs, en grosso modo, M. Augustin Guédier, ce que je voulais dire comme propos liminaire. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voulez bien poser. Vous remarquerez que après la conférence historique de 2015 ici à Movenpick, les gens nous ont vus très silencieux.
Et je vous explique pourquoi. Nous avions dit au départ que la plateforme avait été établie pour permettre aux Ivoiriens de se parler, d'échanger sur la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes gardés de nous prononcer sur l'actualité politique, pour être en phase avec nous et pour être honnête avec nos partenaires. Aujourd'hui, nous avons décidé de passer à une autre phase. La Côte d'Ivoire a un tournant important de son histoire. Il est important que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne œuvre à l'apaisement et à ce que les élections se passent dans les conditions les meilleures en 2020. Donc aujourd'hui, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Dans le passé, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Je vous demande seulement de me les poser dans la courtoisie et dans le respect à un conférencier. Et je vous garantis que je vous répondrai dans le respect et dans la courtoisie. Je vous remercie. Merci, Excellence Ali Touré. Chers confrères, chers consoeurs, le conférencier Ali Touré a fini son speech. En ma qualité de modérateur de cette conférence, je vais me charger de vous recenser pour tous ceux qui veulent poser des préoccupations. Et on va faire par liste. Et comme ça, on va progresser dans la discipline comme il l'a souhaité lui-même. Bonsoir à tous. Je suis Thérèse Tikichia. Je suis journaliste pour le magazine Francophonie Actualité, magazine international, et pour le journal en ligne Après que sort. Voilà. Son Excellence, je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir élus. C'est vraiment très bien ce que vous faites pour la diaspora d'une part, et surtout pour Convergence 2020, parce que j'ai aussi suivi Convergence 2020 il y a quelques années de cela. Voilà, donc ma question est toute simple. Aujourd'hui, vous essayez de mettre Côte d'Ivoire Vision à la place de Convergence 2020. J'aimerais bien savoir quelles sont les nouvelles orientations que vous donnez à cette nouvelle plateforme-là. Je vous remercie. Moi, je suis Kylian Oula, directeur de publication du média, la web télé Event News TV. C'est vrai qu'en 2014, vous avez lancé Convergence 2020. Et aujourd'hui, en 2020, vous lancez Côte d'Ivoire Vision. Monsieur l'ambassadeur, puisque vous devenez maintenant un parti politique ou un mouvement politique, on va vous poser une question politique. Voilà. Toute l'opposition ivoirienne aujourd'hui fait chorus pour dire que la Côte d'Ivoire va droit vers le mur en 2020, en octobre 2020, par rapport à ces élections-là. De un, il y a une CEI qui n'est pas consensuelle. De deux, au niveau des listes électorales, rien n'est encore fait. Et le président de la République, en tout cas, rassure à chaque fois qu'il n'y aura rien, qu'il n'y aura rien. Alors que l'opposition aujourd'hui est en rang, en tout cas en rang serré, en rang de bataille, il n'est pas participé à ces élections-là. C'est ma deuxième question. Et il nous revient, en tout cas de manière récurrente, qu'il va y avoir une modification au niveau de la Constitution. Au niveau de la Constitution. Et que même on préconiserait un premier tour. Et la modification au niveau de l'âge. Comme vous êtes très lié au gouvernement, désormais, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ça? Bonjour Excellence, et bonjour à tous. J'avais 3 questions, les 3 ont été déjà posées par mes 2 prédécesseurs. Mais je vais résumer rapidement la troisième. En fait, est-ce que vous avez quelques mots pour assurer l'opinion nationale et internationale de la tenue dans la tranquillité des prochaines élections, vous qui suivez beaucoup les différentes parties de preuve que vous entretenez avec vous depuis des années, vous sentez que les gens sont réconciliés et les choses vont bien se passer? Parce qu'on lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on a envie d'être rassuré. Juste le résumé de ma troisième question. Excellence, quand on vous entend parler, il me semble que vous n'êtes pas loin du RHDP. Si c'est vrai, on voudrait le savoir. Quels sont les liens de Convergence 2020 et Côte d'Ivoire Vision par rapport au RHDP? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, les élections qui arrivent inquiètent et le pouvoir rassure. Mais en même temps que le pouvoir rassure, il y a des arrestations, des emprisonnements, la chasse à l'homme
Et on voudrait être rassuré. Pour vous permettre de me répondre et puis revenir plus tard, le problème Soro Guillaume. Qu'en est-il? Est-ce que Soro Guillaume est un caillou dans les chaussures du RHDP du président Ouattara? Qu'en est-il exactement? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Voilà mes questions. Je voudrais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu me poser des questions. La première question, c'était Mme Tikisha Dibé. Comme je l'avais dit tantôt, au niveau de la convergence, nous nous sommes assignés comme objectif de décrisper l'atmosphère et de permettre aux Ivoiriens de se parler, de parler de la Côte d'Ivoire sans animosité. Je suis l'un des rares ici en Europe qui parle avec tout le monde, même avec ceux qui ont des propos vexants et blessants. J'estime que, nonobstant le langage des uns et des autres, nous sommes obligés et nous sommes amenés à nous parler et à vivre ensemble puisque nous avons une communauté de destin. Dorénavant, comme Ivoiriens, nous voulons maintenant participer au débat politique en Côte d'Ivoire. Voilà la différence. Nous nous donnons maintenant la permission, le droit de participer à toute initiative d'intérêt national et populaire. Si nous estimons que en Côte d'Ivoire, on doit intervenir pour apaiser, nous interviendrons pour apaiser. Nous ne sommes pas dans la logique des affrontements. Donc vous nous verrez toujours du côté de ceux qui ont un langage modéré et ceux qui veulent apaiser. Donc voilà comment l'orientation change. La deuxième question, c'était de Tidiane Oula. Je voudrais rassurer M. Tidiane Oula que, comme je l'avais dit en 2014, Côte d'Ivoire Vision n'est ni un mouvement politique, ni un parti politique. Ayant dit cela, normalement, je ne dois plus répondre aux questions politiques, puisque je ne pouvais répondre à ces questions que si j'étais un parti ou un mouvement politique. Mais je ne suis ni un mouvement politique, ni un parti politique. Côte d'Ivoire Vision, c'est une plateforme aussi d'Ivoiriens et d'amis de la Côte d'Ivoire qui entend participer au débat national en Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. Alors, je ne sais plus si je dois continuer à répondre à vos questions, puisque ça, ce sont des questions que vous aurez dû poser aux partis politiques. Moi, je n'en suis pas un. Maintenant, je peux vous donner mon avis sur ces sujets ou je peux ne pas vous les donner. Mais en tout cas, ces questions s'adressent aux partis politiques, c'est-à-dire la majorité présidentielle et l'opposition. Alors, donc la première, c'est parti politique. Je ne suis pas un parti politique, je ne suis pas un mouvement politique. C'est toujours la plateforme, mais qui, au lieu d'avoir 2 sujets d'intérêt, a maintenant 3 ou 4 sujets d'intérêt. Mais j'estime que, en tant qu'Ivoirien, j'ai le droit de parler de mon pays et de donner mon avis sur la marche de l'État du Côte d'Ivoire, comme chacun le fait. Maintenant, vous parlez de l'opposition. Il y a un dialogue entre l'opposition et la Côte d'Ivoire qui a été initié sous les instructions du président de la République depuis belle lurette. À mon sens, le dialogue se passe bien. Il y a eu des ruptures, mais je crois savoir que tous les partis de l'opposition sont revenus à la table de négociation pour discuter des problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est un bon signe et c'est un signe que j'encourage. Et je suis content, puisque j'ai entendu le professeur Guikahué, le secrétaire exécutif du PDC, qui a dit qu'ils ne vont plus boycotter et que même s'il n'y a plus de chaises, ils vont s'arrêter. Donc je suis content que l'opposition ait décidé d'attraper la main tendue du pouvoir pour discuter de la Côte d'Ivoire, même si les négociations peuvent être difficiles du point de vue de l'opposition. Vous avez parlé de la CEI. La CEI, le président de la République s'est prononcé sur la CEI depuis longtemps. Après la crise post-électorale, une première touche a été faite à la CEI pour la revoir. Ensuite, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a fait des recommandations concernant le nombre de la société civile à l'intérieur de la CEI. De 3, on est passé à 6. La Cour a été saisie, elle a dit que la formulation de la nouvelle CEI correspond à ses orientations. Le président a pris note de cette information. La CEI était installée, mais il faut dire qu'il y a l'opposition dans la CEI. Parce que quand vous parlez, ne dites pas toute l'opposition. Il y a l'opposition dans la CEI et vous le savez. Il y a un membre de l'opposition qui est vice-président de la CEI. Donc ne dites pas toute l'opposition. Dites qu'il y a une partie de l'opposition. Donc voilà ce qui concerne la CEI. Et le débat sur la CEI est clos. Alors, je continue de dire... Oui. Lesquels membres de l'opposition? Le président Pascal Afin Guessan, son représentant dans l'opposition, il est vice-président. Peut-être que vous ne savez pas, mais je vous informe.
Mais vous ne le savez pas. Le FPI est divisé en deux. Non, ça c'est l'affaire du FPI. Le PDCI n'y contribue pas aussi. Non, j'arrive. Moi je ne suis ni FPI ni FPI. Ça, il y a des représentants du FPI, du PDCI ici à Paris, il faut leur demander. Moi je note que le représentant du président Afin Guessan, qui est le FPI, est dans la commission électorale. Donc je dis, je souhaiterais que vous puissiez me dire, il y a une partie de l'opposition qui n'est pas d'accord. Et je constate aujourd'hui que la CI dont vous parlez, qui donne lieu au code électoral qui doit être révisé pour être conforme à la nouvelle CI, tous les partis y sont, y compris le PDCI. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc nous, on ne va pas entrer dans ces contradictions-là. Nous disons seulement aux Ivoiriens, aux acteurs politiques, asseyez-vous. Mais je vais profiter pour dire ce que moi je pense franchement. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de réconciliation. Notre problème, c'est notre classe politique. Et je vais le dire sans état d'âme. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est notre classe politique. Ce n'est pas les Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens. Moi, je vais règlement à Abidjan, mais les Ivoiriens n'ont pas de problème de la réconciliation. S'il n'y avait pas de réconciliation, vous et moi ne serions pas assis en train de faire une conférence de presse. Voilà. Donc, voilà ce qui concerne la CEI. La liste électorale, c'est la même chose. Il y a un calendrier qui a été proposé par la CEI, que le gouvernement a validé, et qui est en train d'être mis en route. Laissons ce processus se dérouler avec le recensement qui va venir, et on verra si la liste électorale est consensuelle ou si ce n'est pas consensuelle. Vous dites que le président rassure. Mais le président, son rôle, selon la Constitution, c'est de protéger les Ivoiriens. Et je peux vous dire que moi, je fais confiance au président de la République et qu'en 2020, les élections seront apaisées. Il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas apaisées. Parce que les conditions de 2010 ne seront pas les conditions de 2020. Maintenant, la modification constitutionnelle. Cette constitution a été votée par tout le monde, y compris ceux qui sont nos adversaires. Le président, selon la Constitution, peut modifier la Constitution sans passer par le référendum populaire. C'est dans la Constitution. Maintenant, vous m'avez parlé de certaines modifications. Je ne connais pas le contenu de la modification. Le président a indiqué clairement qu'il compte modifier la Constitution. C'est ce que je sais, c'est ce que tout le monde sait. Qu'est-ce qu'il met dans la modification? Je n'ai aucune idée. Voilà, M. Tidiane, là, pour vos préoccupations. Maintenant, M. Diaby, moi, je ne peux pas rassurer la communauté internationale. Mon travail, ce n'est pas de rassurer. Ça, c'est le rôle du gouvernement et du président de la République. Nous avons une CEI qui organise les élections. Nous avons un conseil constitutionnel qui a programmé le résultat définitif. Et nous avons un gouvernement qui se charge de créer les conditions de paix et de sécurité pour que les Ivoiriens votent en tranquillité et que les élections soient apaisées. Ça a été déjà fait. Moi, je peux vous dire que je leur ai fait confiance pour avoir travaillé avec eux. Et donc, moi, je ne suis pas inquiet pour 2020. Mais regardez bien, les lignes bougent en Côte d'Ivoire. On peut commencer à négocier, il y a une rupture, on revient à la négociation, mais je suis content que le procès Guékaoué ait dit qu'ils ne vont plus boycotter les négociations. C'est une bonne chose. Parce que quand on négocie, ça peut être dit, mais on finit par s'entendre. Mais quand on quitte la table de négociation, ça devient compliqué. Donc il faut qu'on se félicite, et on félicite le PDCI d'avoir ouvertement dit qu'ils ne vont plus jamais boycotter les négociations. Et prier pour que la sagesse habite les uns les autres et qu'on trouve un minimum de consensus pour aller aux élections. Voilà pour M. Diaby. Maintenant, Joël Etienne. Joël Etienne, il n'y a aucun lien entre la convergence ou la Côte d'Ivoire Vision et le RHDP. Le RHDP est un parti politique. Nous ne sommes pas un parti politique. Et vous avez parlé de Soro. Soro n'est plus membre du RHDP. Donc, ne nous concerne plus, enfin, ne me concerne plus moi personnellement. Il a déclaré sa candidature à la présidentielle. Nous souhaitons, comme l'a dit le président de la République, que tout se passe bien. Les élections seront inclusives, transparentes et démocratiques. Et on va aller devant les Ivoiriens, qui représentent le peuple souverain. Et le peuple votera qui il pense qui est le meilleur pour le diriger pendant les 5 prochaines années. Mais en dehors de ça, je n'ai aucun commentaire. Il est contraint en exil. Ça, c'est vous qui le dites. Soro dit que les conditions ne lui permettent pas d'aller à Abidjan. Et il a tenté une fois. Son avion a été détourné. Il allait atterrir au Ghana avant d'aller en Espagne. Et aujourd'hui, quand il parle, il indexe le président de la République. Donc dire qu'aujourd'hui, même s'il a déclaré sa candidature pour un candidat qui veut aller aux élections, qui présente depuis l'extérieur, qui déclare sa candidature, est-ce qu'il y a possibilité
de rassurer M. Soro, qu'en rentrant en Côte d'Ivoire, il ne va pas se faire arrêter, puisque la plupart de tous ceux qui se réclament de Soro sont aujourd'hui traqués. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont obligés de fuir la Côte d'Ivoire. C'était la petite parenthèse que je voudrais ouvrir. Merci pour la parenthèse. Vous voyez, peut-être qu'il faut que je précise aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire Vision, nous, on n'aimerait pas parler des personnes ou des cas personnels. On aimerait parler de la Côte d'Ivoire. Vous avez abordé un sujet qui a beaucoup d'implications. Vous êtes journaliste d'investigation. Peut-être que je vous demanderai peut-être de pousser vos investigations pour vous aurez des réponses aux questions que vous avez posées. Oui ou non, a-t-on empêché Soro d'atterrir en Côte d'Ivoire? Deuxième question. S'il n'arrive pas à atterrir en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Troisième question. Les collègues et les amis de Soro dont vous parlez, que s'est-il passé? Moi, je compte sur vous pour m'amener ces réponses. Mais moi, je ne peux pas vous donner ces réponses. Je ne suis ni procureur, ni président de la République, ni Premier ministre. Je suis à Londres. Ce qui m'intéresse, c'est comment on crée les conditions pour enlever la peur du ventre des Ivoiriens, comment on rassure les Ivoiriens, comment on rassure la communauté internationale, et comment enfin on permet aux Ivoiriens de vivre en paix. Car je voudrais indiquer que depuis que Houphouët-Boigny est mort, nous allons de crise en crise. J'ai dit les Ivoiriens sont fatigués. Peut-être les politiciens ne s'en rendent pas compte, mais les Ivoiriens sont fatigués. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment on fait pour que les Ivoiriens vivent mieux, pour qu'ils s'en sortent mieux, et pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Je ne suis pas un gars des réseaux sociaux, mais j'ai des comptes rendus des réseaux sociaux. Il y a trop de frayeurs pour rien. Je connais des Ivoiriens ici qui font 20 ans ici en France, qui ne mettent pas les pieds en Côte d'Ivoire et qui parlent de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je connais beaucoup d'Ivoiriens qui m'ont dit, Touré, si je vais à Abidjan, on va m'arrêter. Mais ils se promènent à Abidjan, ils font même 6 mois. Et puis ils reviennent en me disant, ah, je me suis trompé, mais je n'ai pas dit ça aux gens. Mais il faut le dire. Quand vous venez en Côte d'Ivoire et que vous voyez ce que vous pensez que ce n'était pas ça là, il faut avoir l'honnêteté de venir le dire pour dire, je me suis trompé, mais voilà ce que j'ai vu. Il a dit dans son discours qu'un pays qui se développe n'a pas besoin de bruit. Monsieur Soro fait beaucoup de bruit, et compte tenu de son passé, de quelqu'un qui a géré la rébellion, on est quand même inquiet que les propos de monsieur Soro ne vont pas perturber et créer encore d'autres psychoses en Côte d'Ivoire. Soro, c'est un cas à prendre au sérieux parce qu'il a encore les germes d'une rébellion, lui. Je voudrais quand même qu'ils prennent ça au sérieux. C'est une déclaration. Je ne fais pas de... Je fais un constat et je vous demande de prendre le cas. En fait, je ne fais pas de... J'exprime une inquiétude. J'exprime, voilà, une inquiétude. D'accord. Parce que tout à l'heure, vous avez dit dans votre discours qu'un pays qui se développe comme la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de bruit. Mais il n'y a pas de bruit en Côte d'Ivoire. Mais Soro fait du bruit, Excellence. J'arrive. À votre niveau, je vais faire 2 observations. La première observation, c'est que faites confiance au président de la République. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, on ne peut pas empêcher un Ivoirien de faire du bruit. On ne peut pas empêcher un Ivoirien de faire du bruit. Et quand ces bruits-là touchent vraiment la cohésion, la tranquillité... Oui, mais c'est ce que je vous dis. Nous sommes dans la diaspora ici. Je suis dans Abidjan là. Il n'y a pas de bruit. C'est dans la diaspora ici que ça se passe. Hein. Moi, je vous dis, quand je vais à Abidjan, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris ici, dont je n'entends pas parler à Abidjan. C'est quand je viens à Paris que j'entends parler de ça. Hein. Je vous dis, il y a beaucoup d'événements qui se passent ici. Moi, je suis de la diaspora. Et quand je vais à Abidjan, que j'en parle à mes amis, ils me disent, mais ça se passe chez vous là-bas? On n'était même pas au courant. Il y a beaucoup de choses qui passent, donc ça ne se passe pas à Abidjan. Je vous dis franchement. Ils n'ont pas Internet là-bas. Non, mais j'ai dit, attends. Je dis, on n'a qu'à se parler entre frères. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, dont on n'est pas au courant à Abidjan. Il y a beaucoup de choses qui se passent, dont on n'est pas au courant à Abidjan. Je vous dis que les conditions de deux... Pour prendre un exemple, quand la rébellion avait éclaté en 2002, les gens ont donné 2 semaines au président Laurent Gbagbo, mais il a fait 10 ans. Il y a tellement de bruit. Donc le bruit là, c'est pas ça qui va faire peur à un régime qui est sérieux. Gouverner, c'est prévoir. Mais ne vous inquiétez pas. Okay, voilà. Moi, je peux vous dire de ne pas vous inquiéter. C'est gérer bouclé. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit de ne pas vous inquiéter et de faire confiance au président de la République. Monsieur l'ambassadeur, vous avez dit dans votre propos liminaire que votre action vise donc en premier chef
à éviter la résurgence des conflits à travers l'engagement de tous les enfants du pays à reconnaître cette communauté de destin que tout le monde veut construire et réaffirmer cette volonté de vivre ensemble. Et quand on réfléchit bien à tout ce que tous les propos qui en ont découlé, où vous avez dit qu'un pays a besoin de tranquillité, de paix pour pouvoir se développer. Malheureusement, le pouvoir de Gbagbo n'a pas bénéficié de cela. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir un pouvoir qui est tranquille depuis plus de 10 ans, bientôt 10 ans. Vous êtes diplomate. On ne va pas se cacher que vous avez un langage diplomatique. Donc, il y a certaines situations que vous ne pouvez pas aborder le pied dans le plat. Sinon, par rapport à l'objectif que vise Côte d'Ivoire Vision, il serait opportun pour ramener plus de tranquillité en Côte d'Ivoire que Côte d'Ivoire Vision mène une action d'éclat vis-à-vis des gouvernants actuels pour permettre à ce que Blé Goudé et Laurent Gbagbo, qui ont été acquittés par la CPI, puissent effectivement retrouver leur pays. Et je vous assure, à partir d'une telle action, la tranquillité et la paix se feront automatiquement. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il y a eu un courrier de l'État de Côte d'Ivoire à l'encontre de ces citoyens-là, qui sont aussi des enfants de Convergence ou Vision Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Vision. Et je vous prierai au niveau de Côte d'Ivoire Vision de dénoncer cet état de fait. Ou si vous ne pouvez pas le dire à tout le monde, de mener des actions auprès du gouvernement pour dire que ce sont des situations qui peuvent amener à des conflits perpétuels. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Voilà. Donc, parlant de vous en tant qu'ambassadeur, excusez-moi, si vous êtes ambassadeur de Côte d'Ivoire, cela suppose que vous portez les lettres de créance de la Côte d'Ivoire, mais nommé par quelqu'un. Or, ce quelqu'un, c'est bien le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous êtes son envoyé spécial. Vous ne pouvez pas, je vais dire, vous opposer frontalement à lui. Qui ne fait pas beaucoup de bruit, comme beaucoup qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc je me dis que vous avez pris le temps quand même de regarder les choses de façon objective. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez noté des projets pour le prochain président de Côte d'Ivoire, parce qu'on se dit que celui qui est là a fait ce qu'il peut. Peut-être que le prochain, vous avez en tant que civil, vous n'êtes pas politique, vous avez des propositions à faire pour le prochain président de Côte d'Ivoire, les chantiers sur lesquels il devrait mettre l'accent par exemple. Ou alors est-ce que vous-même vous avez peut-être un profil de prochain président de Côte d'Ivoire auquel les Ivoiriens doivent s'attendre? Je voulais préciser que nous sommes en hiver et nous sommes en train de transpirer dans cette salle parce que quand on parle de Côte d'Ivoire, il y en a qui sont passionnés, il y en a qui révèlent beaucoup d'émotions. Tout à l'heure, mon confrère qui est juste à côté a dit que vous êtes ambassadeur, donc accrédité. Votre lettre de créance, vous l'avez présentée, c'est quelqu'un qui vous a nommé. Et ce quelqu'un, c'est le président Alassane Ouattara. Excellence, je voudrais savoir trop de murmures sur l'éventuelle candidature de M. Alassane Dramane Ouattara en l'an 2020. Est-ce que cette candidature tient? Si elle ne tient pas, nous avons aussi entendu qu'il préparerait M. Bon Koulibaly comme son successeur. Ce qui provoque déjà des dissidences au sein du RHDP. Et on a même aussi entendu qu'il y a un remaniement ministériel qui est en cours. Et le président Ouattara va virer tous ceux qui sont contre la candidature, le projet de candidature de M. Bon Koulibaly. En l'occurrence, le ministre des Affaires étrangères à Montano et M. Mabri Toakeuse. Qu'en est-il exactement? Et la deuxième, c'est vrai, Excellence, on ne peut pas se mettre au milieu des maniants pour enlever les maniants. Il faut que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, vous fassiez un effort pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent, pour ceux qui veulent vraiment être sur le territoire, qu'ils le soient en toute sécurité. Il se trouve que nous avons encore des exilés au Ghana, au Bénin,
qui mènent une vie extrêmement difficile. Est-ce que la convergence qui devient Côte d'Ivoire Vision ne peut pas entamer des négociations de manière sincère pour que tous ceux-là retrouvent leur territoire natal avec la sécurité, et pour tous ceux qui ont perdu leur bien? Est-ce que Côte d'Ivoire Vision ne peut pas essayer d'intercéder auprès du président de la République et du gouvernement pour que ceux qui rentrent puissent avoir éventuellement la tranquillité, la sécurité? Voilà ce que je voulais. Excellence, Ali Touré, je vais citer quelques noms. Solo Guillaume, Akoshi Benjo, Blé Bouté, Babo Laurent, Jacques Amangoua, la liste est mal. Toutes ces personnes-là ont en commun 1. La prison, 2. La prison à 20 ans, 2. Pour certains, des mandats d'arrêt international. Internationaux, pardon. Excellence, c'est vrai, vous dites qu'on ne parle pas de politique, mais vous êtes très proche du président de la République. Est-ce que ce climat-là aujourd'hui peut apaiser les Ivoiriens? Pour rebondir un peu sur ce que M. Etienne a dit, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui jusqu'à là encore sont encore en exil. Ils sont au Ghana, au Togo, et certains en France. Quelle est la démarche vraiment que le président doit prendre d'ici peu pour rassurer encore tout ce monde-là? Parce que quand on dit on n'est pas au RHDP, ou on est emprisonné, ou on est en exil, est-ce que M. Ouattara peut rassurer vraiment les Ivoiriens, peut rassurer la classe politique ivoirienne sur tous ces gens-là? Je vais maintenant demander à l'ambassadeur Ali Touré de répondre à ses préoccupations. D'accord, merci M. Didier. M. Didier, je voudrais dire à M. Eden que je ne suis pas l'envoyé spécial du président de la République. Je suis basé à Londres et je suis le représentant de la Côte d'Ivoire pour les matières premières. Vous avez parlé du président Gbagbo Laurent et de M. Charles Blé Goudé. Je n'ai pas l'habitude de faire le mélange des gens et j'aime la séparation des pouvoirs. Quand on me pose la question sur le président Gbagbo et Charles Blé Goudé, voilà la réponse que je donne. Ces deux Ivoiriens sont face à la justice internationale. Laisser la justice faire son travail et aller jusqu'au bout du processus. Quand on arrivera au bout du processus, chacun pourra aviser. Mais je ne suis pas fondé à aller voir le président de la République pour lui demander d'intervenir sur ces deux cas. Ce n'est pas dans mon domaine d'activité ou de compétence. Je peux souhaiter, comme tous les Ivoiriens, qu'on se retrouve tous pour parler de la Côte d'Ivoire, mais des limites que je ne peux pas dépasser. Donc, la Côte d'Ivoire Vision ne pourra pas demander au président de la République d'intercéder, c'est-à-dire de s'immiscer dans le domaine judiciaire, parce qu'il a la séparation des pouvoirs, pour demander à la CPI de faire venir ces deux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Si nous estimons, à un moment donné, qu'il faut intervenir pour apaiser les uns et les autres, ça nous le ferons. Donc vraiment, il faut que les uns et les autres puissent connaître les compétences et les limites de Côte d'Ivoire Vision. Voilà. Parce que, je vais vous dire, M. Eden, et c'est ça la difficulté en Côte d'Ivoire, autant il y a des Ivoiriens, comme toi, mais comme d'autres, qui pensent que le retour du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé peut accélérer la réconciliation, autant il y en a qui pensent le contraire. Et ça, ceux qui parlent de ce que vous avez dit n'ont jamais pensé qu'il y a des gens qui peuvent penser le contraire. Qui pensent qu'au contraire, quand ils vont venir là, il n'y aura plus de réconciliation du tout. Donc c'est un sujet très sensible et très sérieux. C'est pour ça que j'évite, moi, de me prononcer sur ces problèmes juridiques. Moi, je souhaite que la justice fasse son travail. Les deux ont été accusés de charges très graves. Si c'est démontré, la justice va aviser. Si ce n'est pas démontré, la justice va aviser. Et en ce moment, peut-être, quand la justice aura fini son travail, peut-être en ce moment, je suis sûr que
dans le cadre de la cohésion nationale, probablement les autorités étatiques feront ce qu'elles doivent faire pour le soulèvement. Voilà ce qu'il peut dire sur le cas de nos 2 frères ivoiriens qui sont un en prison. J'arrive. Je continue de dire, moi je ne suis pas un juriste de formation. Je sais qu'ils sont en liberté sous condition. Parce que si les États quittés, ils seraient dehors. Hein. Ils sont dehors, mais la procédure n'est pas finie, d'après ce que j'ai compris. C'est ce que j'arrive. Moi là, je ne suis pas ministre de la Justice ou Premier ministre. Je suis un Ivoirien qui parle aux autres Ivoiriens pour voir comment on peut s'entendre. Je prends en compte votre préoccupation. Mais je vous dis aussi que vous qui pensez qu'il faut que les deux viennent en Côte d'Ivoire pour se réconcilier, il y en a qui pensent le contraire. C'est pour ça qu'il faut qu'on se parle. Et c'est pour ça qu'on a fait la convergence et la plateforme pour qu'on se parle. Donc, ça, c'était pour la question de M. Eden. La question de M. Ali Bamba. Excellence, avant que tu n'ailles plus loin, oui. Il y a un volet de la question de M. Eden qui parle, par exemple, de l'intervention du gouvernement qui demande à la CPI d'empêcher, par un courrier, les 2 personnes qu'on a citées, le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, de revenir en Côte d'Ivoire. Donc, ce courrier... le sujet de ce courrier sera débattu dans un prochain épisode de ce procès, les 6 et 7 février prochains. Bon. Donc là, c'est à ce volet de sa question. Moi, je n'ai pas cette information. Donc, le 6 là, c'est quand? C'est la semaine prochaine, non? Non, attendez, la semaine prochaine. Moi, je n'ai pas cette information et je n'ai pas la teneur du courrier. Je ne peux pas me prononcer sur un courrier dont je n'ai pas eu connaissance et dont je n'ai pas la teneur. Donc, merci pour l'information, mais bon, c'est les journalistes qui parlent, hein. Je reviendrai à ça parce que vous, les journalistes, j'ai un petit problème avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Vous aimez trop les rumeurs et les réseaux sociaux. Ça me permet de bondir sur la question de M. Tidiane Oula. M. Tidiane Oula a dit beaucoup de choses qu'il n'a peut-être pas vérifiées. Par exemple, si M. Ouattara n'est pas candidat, il entend... Non, Tidiane Oula. Non, c'est pas lui. C'est moi qui ai parlé de... Le 3e. Pardon. Mais oui, non, c'est pour Tidiane Oula, j'ai noté. Hein. Tidiane a parlé de dissidents, remaniements, c'est bien toi. Non, il a dit... Excellence. J'arrive. Excellence. Joël, la question de Tidiane, c'est la suivante. Beaucoup d'Ivoiriens, il a cité. Emprisonnés. Ah, d'accord. Ils sont emprisonnés et la plupart du temps, ils ont tous le même délit, la même condamnation, 20 ans. D'accord. Donc, c'est pour la dissidence, là, c'est toi? Oui. Bon, d'accord. Donc, j'arrive. Donc, le projet. Monsieur Diaby, je pense que au niveau des priorités des projets, en ce qui concerne le programme d'action prioritaire du gouvernement, qui fait partie du programme social qui a été mis en œuvre pour permettre aux Ivoiriens de vivre dans les meilleures conditions, il y a 5 thèmes qui ont été dégagés. Il y a le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, c'est le premier thème, premier axe. Ensuite, le deuxième axe, il y a la transformation structurelle de l'économie. Le troisième axe, il y a l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Le 4e axe, la promotion de la femme et de la jeunesse. Et le 5e axe, c'est l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Si vous me demandez mon avis, moi je pense que la future bataille doit être sur l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Parce que vous remarquerez avec moi que quand vous regardez la scène sociopolitique en Côte d'Ivoire, les débats que nous devons mener ne sont pas les débats que nous menons actuellement. Il y a tellement de choses à faire dans le pays et j'attends de trouver des Ivoiriens qui sont prêts à échanger avec moi sur les performances du gouvernement. Ils peuvent estimer comme moi que le gouvernement a des performances exceptionnelles ou ils peuvent estimer qu'il y a des insuffisances et il y a des propositions alternatives. Donc, il faut que l'Ivoirien nouveau soit celui-là même qui non seulement soit tourné vers le développement et qui se consacre à l'essentiel avec des projets de société et des programmes de gouvernement. Donc, parmi les 5 axes prioritaires que je donne, je pense que le prochain président doit se consacrer à l'émergence d'un Ivoirien nouveau qui s'éloigne de la belligérance, qui s'éloigne des conflits, qui s'éloigne
des insultes et des injures, qui sait trouver le consensus quand il le faut, qui pense à l'intérêt national au lieu de penser à l'intérêt personnel. Donc, si moi, j'ai à choisir entre ces 5-là, c'est ce que je vais choisir. Maintenant, en ce qui concerne, moi, ma petite personne, vous m'avez amené trop loin, vous allez me créer des problèmes. Je ne suis candidat à aucun poste. La question m'avait été posée en 2014. Je reviens pour dire que je suis un soldat à la disposition du gouvernement de Côte d'Ivoire et que mon objectif principal, c'est de travailler et que ceux qui m'ont nommé ne regrettent pas de m'avoir nommé et que tout ce que je fais puisse bénéficier au peuple de Côte d'Ivoire d'abord. Voilà pour la question de M. Diaby. Maintenant, la question de M. Tidiane Oula. Alors, Tidiane Oula, c'est ce que je disais. Donc ça, c'est d'abord Étienne. Le président de la République a indiqué à plusieurs reprises l'intervalle dans lequel il dira aux Ivoiriens et à la communauté internationale si oui, il sera candidat. Je souhaiterais qu'on s'en tienne à là. Moi, je n'ai pas la date. Je crois savoir... Il dit que c'est en juillet. Bon, maintenant, tu vois, c'est pour ça que je dis, les journalistes, c'est en juillet. Donc, je vous demande, journalistes, d'être patients et d'attendre. Juillet, c'est pas loin. Oui, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois pour aller aux élections. Oui, mais ça, c'est son choix. Même s'il ne veut pas annoncer, même 5 mois ou bien 6 mois, c'est lui qui voit. On ne peut pas l'obliger à annoncer, on ne peut pas l'obliger à être candidat ou bien à annoncer. Mais il faut lui donner le temps de venir dire aux Ivoiriens si oui ou non il veut être candidat. Maintenant, en ce qui concerne la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous avez dit des choses très graves. À savoir que si ce n'est pas lui, ça pourrait être le Premier ministre, et que dès qu'on évoque le nom du Premier ministre, il y a de la dissidence, et que le bruit aurait couru que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le choix de M. Ouattara feront l'objet d'une sanction en sortant du gouvernement. Ça, ce sont des rumeurs des réseaux sociaux. Non, c'est écrit dans les... Oui, c'est ce qu'il dit. C'est les journaux qui l'ont écrit. C'est ce que j'ai dit. Les journaux peuvent écrire beaucoup de choses. Si on devait écouter tout ce que les journaux écrivent en Côte d'Ivoire, ça va être compliqué. Ça, c'est des réseaux sociaux. C'est-à-dire... Quand Jeune Afrique et puis la lettre du continent qui fréquente le palais, qui ressortent ces gens d'informations, Excellence, soufflez que ça nous interpelle. Mais vous-même qui êtes journaliste, vous savez ce qui se passe dans votre corporation. Ce n'est pas tout ce que vous dites qui est vrai. Vous voyez? C'est pas tout ce que vous dites qui est vrai. Donc vous voulez nous accuser de mentir? Non, non. Ce que je vous dis, c'est que vous n'avez aucun élément pour justifier ce que vous dites. Y aura-t-il oui ou non remaniement? Vous ne pouvez pas le prouver. Est-ce que le président sera candidat oui ou non? Vous ne pouvez pas le prouver. Est-ce que la candidature d'Amadou Gon divise? Vous ne pouvez pas le prouver. Est-ce qu'il y a une dissidence au RHDP? On ne peut pas le prouver. Il n'y a que ceux qui sont là. Vous n'êtes pas membre du RHDP, donc je ne sais pas comment vous faites pour savoir tout ça. Mais, Excellence, monsieur... Maintenant, j'arrive. Non, j'arrive. Non, monsieur Eder, je vous ai dit que j'apporte tous les sujets. Après, vous avez posé tous les sujets que vous voulez, je vous ai répondu. Hein. Je ne vous ai pas dit, je lui ai dit, je suis un Ivoirien, j'ai le droit de m'exprimer sur les sujets qui concernent mon pays. C'est ce que je fais. Mais je lui ai dit, quand on est journaliste, il faut éviter de sortir des propos que vous ne pouvez pas soutenir. Quand il dit, par exemple, que si le Premier ministre Amadou Gon est candidat, il y a une dissidence. Non, et tout ce... je dis, chaque fois ceux à l'intérieur du RHDP, tous ceux qui tendent vers une certaine dissidence de la candidature éventuelle de M. Gon Coulibaly, le Premier ministre, ils sont taxés de dissidents. Qui le taxe? Mais c'est le président de la République. Qui le taxe de dissident? Mais si, qui va remanier le gouvernement? Qui remanie le gouvernement? C'est le président de la République. Mais je vous dis, remanier le gouvernement là, c'est une prérogative constitutionnelle du président de la République, ça n'a rien à voir avec la distance. Le président est libre de remanier le gouvernement quand il veut, c'est dans la Constitution. Pourquoi vous mettez ça avec une dissidence? Pourquoi? Mais il faut bien des raisons. Soit c'est des incompétences, mais ce que... Mais le président, j'arrive. Ça dit que ça ne dépend pas Joël, oui. La différence entre toi et puis le président, c'est que le président, lui, il sait pourquoi il remanie le gouvernement, mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu spécules. D'accord. Bon, donc moi, je te laisse à tes spéculations. Ok, merci. Voilà. On va progresser, Excellence. Tout à fait. On va progresser. Le suivant, la suivante... Maintenant, Tidiane Oula. Encore au niveau de... Tiens, il y a une question.
qui est de savoir quelles sont les démarches de Côte d'Ivoire Vision pour le retour des exilés. Voilà. Encore, là... C'est une doléance que ça dit que c'est une... Non, attendez. C'est-à-dire, il faut qu'on s'explique sur le fonctionnement d'un État. Nous, notre travail, là, ce n'est pas de faire entrer les exilés. Je vous donne les chiffres officiels. Sur 300 000 exilés, 278 000 sont entrés en Côte d'Ivoire. Il reste 22 000 dehors. L'État, j'aurais souhaité que vous puissiez me dire, comme on me demande de voir comment on peut faire libérer le président Gbagbo et Blé Goudé, que vous commencez à me dire, sur les 300 000 réfugiés là, déjà 78 000, félicitez d'abord le gouvernement, les 22 000 là, comment on fait? C'est comme ça que vous devez faire. Bon, mais vous ne touchez jamais ce qu'on fait de bon. C'est toujours... Non, mais attends, j'ai remarqué. Vous aurez dit me dire, sur 300 000 réfugiés, 278 000 sont rentrés, félicitez le président Ouattara pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, les 22 000 là, qu'est-ce que vous comptez faire? Et puis je vous donne la machine. Mais moi, il y a un ministère qui s'occupe des réfugiés. C'est à elle qu'il faut poser la question. Moi, je ne fais pas de démarches pour les réfugiés. Le travail de Côte d'Ivoire Vision, je ne veux pas me substituer à l'État de Côte d'Ivoire ou au gouvernement. On vous dit que vous serez sensible. Oui, je suis très sensible. La preuve, je vous donne des chiffres. Est-ce que vous avez été sensible que 270 000 rentrent en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous le saviez? C'est pour ça que vous êtes journaliste, faites votre travail. Allez-y en profondeur, vous allez savoir ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Sur 300 000... C'est en même temps aussi que la Constitution qui dit qu'aucun Ivoirien ne doit être considéré à l'exil. Mais qui met ces gens en exil? C'est vous-même? Puisque vous voulez qu'on se parle entre frères. Qui est... Non. Moi, je suis pas... Mais puisque tu fais l'avocat de tes amis. Ah non, je ne suis pas l'avocat. Bon, non. Écoutez, j'arrive. Et tiens. Ne cherchez pas les raccourcis assez... Non. On va progresser. Non. Voilà, ne cherchez pas... Et Joël, Oui, ceux qui restent, les 22 000 là, qu'est-ce qui les empêche de rentrer? Voilà la question. Faisons un débat. Nous, on vous demande... Bon, donc donnez-moi les renseignements. De vous renseigner. Oui. Qu'est-ce qui bloque le retour de ces 22 000? Parce que s'il y a un blocage, en tant que structure de la société civile, qui va impacter un peu pour la cohésion sociale, que vous essayez de voir si vos prérogatives peuvent vous permettre d'intercéder pour leur retour. Et tiens, tu es journaliste d'investigation. Et si ceux-là ont décidé de rester où ils sont, tu vas les faire venir forcer? Ça me tenderait vraiment... Ah, ils t'ont dit... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui fait bon vivre quand même, excellent. Oui, mais peut-être là-bas, il fait mieux vivre. Je ne vous dis pas que... Non. Ceux qui voulaient rentrer là, rentrent. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que ceux qui veulent rentrer rentrent tranquillement. Et quand ils rentrent là, ils vont à leurs occupations. Il y a des gens qui ont été violents pendant la crise post-électorale, qui sont habillés, qui se promènent. Pourquoi toujours on veut faire croire que quand on rentre, on arrête? Maintenant, si tu as des noms de personnes qui veulent rentrer, tu nous dis quels sont ceux qui veulent rentrer et qui ont peur d'entrer? Il y a beaucoup de gens que moi je connais qui sont même à Paris ici, qui faisaient croire qu'on voulait les tuer. Ils se promènent à Abidjan, ils nous insultent même. Donc pourquoi toujours on a l'impression qu'ils sont en exil? Peut-être qu'ils ont décidé de rester là-bas. Ils vous insultent en étant bien? En étant ici. Ah, d'accord. Mais ils se promènent à Abidjan aujourd'hui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il ne faut pas vous insulter. Si, tout le monde nous insulte. Ah bon? Vous insultez en tant que qui? En tant que convergence ou en tant que LHDP ou Non, vous m'avez demandé... Non, mais attends. Quand vous dites que vous insultez... J'arrive. Non, mais je vais répondre à la question. De deux choses l'une. Ou vous adressez à moi, en tant que Côte d'Ivoire Vision, et je vous réponds, ou vous me demandez d'être le vecteur entre vous et l'État, et je vous réponds au nom de l'État. Il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. La Côte d'Ivoire Vision, selon sa vision, selon ses objectifs, c'est d'amener chaque Ivoirien à se parler, qu'il soit d'horizons divers, tout à fait, qu'il soit de confessions différentes et autres. Et les gens qui sont membres de Côte d'Ivoire Vision, ils ont des opinions différentes. Tout à fait. Voilà. Et ces gens-là, vous parlez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que nous aussi, on sort, nous aussi, on entend certaines choses. Et nous savons, par rapport à ce que nous entendons, que le jour où Gbagbo et Blé Goudé seront libérés, évidemment que la paix reviendra naturellement en Côte d'Ivoire. Mais M. Den, c'est vous qui le dites. Il ne faut pas prendre votre cas pour une généralité. Je n'ai pas dit que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Hein? Ce que vous pensez là, il y a les Ivoiriens qui pensent le contraire. Vous êtes ça ici. Il y a les Ivoiriens qui pensent que ce n'est pas la solution pour une paix en Côte d'Ivoire. Vous pensez, mais moi je vous concède ce droit de le penser. Excellence, il y a une chose toute simple sur laquelle peut-être vous pourrez répondre. D'accord. Vous savez, depuis 9 ans, nous assistons à ce qu'on appelle le rattrapage ethnique. Mais c'est aberrant qu'un gouvernement passe son temps à faire la promotion de la tribu, de l'ethnie, d'un certain nombre de choses.
Et ça se traduit tout le temps dans les nominations au niveau des entreprises d'État et de certaines fonctions régaliennes. Ça, au moins, vous pouvez intervenir. Bon, voilà, vous avez encore, comme je vous ai dit, d'abord, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet dont on parlait. Ah, peut-on dire que le cas Gbagbo et Blé Goudé est cool? Parce que vous êtes parti sur notre sujet là. Non, parce que... Ah, ça est aussi. Non, je vais répondre. Je vais répondre. Non, le cas du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé n'est pas me gêner, c'est les Ivoiriens. Non, mais ce que vous dites que vous attendez le verdict de la... Mais bien entendu, mais bien entendu. Pas de problème. Maintenant, on revient à ce qui pourrait... Monsieur Eden, Monsieur Eden, c'est pas devant vous que le président Gbagbo dit qu'elle arrive à la cour qu'on va aller jusqu'au bout. Mais allons jusqu'au bout. Faites conséquent à vous-même. C'est lui qui a dit qu'on va aller jusqu'au bout. Mais on va aller jusqu'au bout. Pourquoi vous n'avez peur d'aller jusqu'au bout? Allons-y jusqu'au bout, monsieur Eden. J'ai pas peur. Bon, donc ne parlez pas de ça. Que vous prenez. Que je dis ça. Le fait que le président Gbagbo soit là et que Blé Goudé soit là-bas, mais ça ne perturbe pas la paix en Côte d'Ivoire. C'est une préoccupation que je prends en compte. Mais j'ai dit, dès l'instant que lui-même l'a dit, allons jusqu'au bout, moi je suis d'accord avec lui, allons jusqu'au bout. La préoccupation de M. Tidjanoula, qui a parlé des exilés, et il les a cités nommément, et qui ont tous la même peine, 20 ans, une peine de contagion dont on parle très souvent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que... modérateur. Oui, qu'est-ce que... Oui, je suis le modérateur. Oui. Mais je répète. Donc on va demander à l'ambassadeur de répondre. Monsieur Tidjanoula, tous ceux que vous avez cités là font l'objet d'une procédure avec la justice. Maintenant, vous ne pouvez pas être d'accord avec les charges. Mais on ne voit pas un individu et on lance un mandat contre lui, ou bien on les poursuit, bien il va en exil. Tous ceux dont vous avez parlé font l'objet d'une procédure avec la justice de Côte d'Ivoire. Et comme je vous ai dit qu'il y a la séparation des pouvoirs, moi je ne me prononce pas sur des problèmes judiciaires. Mais il ne faut pas donner l'impression qu'on fait une chasse aux sorcières, d'autant plus que ceux que vous avez cités ne sont pas une menace pour la sécurité de l'État. Alors, à chaque mois que quelqu'un a des problèmes, et c'est sur tous les régimes, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une justice en cours, une procédure en cours, qu'il faut laisser partir. Mais je ne veux pas qu'on donne l'impression ici que on emprisonne les gens, on arrête les gens de façon arbitraire, ils n'ont rien fait, on les arrête. Je ne vais pas rentrer dans le cahier des charges, puisque je ne connais pas le cahier des charges du procureur. Mais vous savez mieux que moi, vous êtes journaliste, que tous ceux dont vous avez cité ont des problèmes avec la justice en Côte d'Ivoire. Des problèmes politiques Non, ça ne peut pas être politique. Ça ne peut pas être politique. Parce que ce ne sont pas des acteurs de premier plan qui peuvent menacer la sécurité de l'État. Donc ce n'est pas politique. Et vous le savez bien que ce n'est pas politique. Vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse sur le fonctionnement pratique du Côte d'Ivoire Vision et des structures opérationnelles qui va vous accompagner dans cette nouvelle perspective. C'est la première question. Mais la deuxième, elle est un peu urgente. Est-ce qu'après cette conférence de presse, vous songerez à l'organisation d'une grande cérémonie d'installation du Côte d'Ivoire Vision en France? Non, c'était juste pour savoir si c'était un changement de statut. Et puis bon, Côte d'Ivoire Vision, qui est convergence, aujourd'hui, il y a combien de membres réellement? Est-ce qu'il y a des implantations au niveau du monde entier? Côte d'Ivoire Vision, quel est le profil, le portrait robot que Côte d'Ivoire Vision peut nous faire par rapport au futur candidat, au futur président de la République, le portrait robot du futur président de la République, version... Quel est le cahier de charges qu'on voudrait peut-être donner à ce niveau? Non, ça dit... Si tu as envie de poser une question par rapport à la mienne, tu rentres dedans. Non, j'ai voulu t'accompagner. Bon voilà, donc il faut qu'on prenne ça aussi en compte. D'accord. Et en fin de compte, je voudrais parler dans le même sens que mes confrères, entendre Excellence M. Ali Touré, c'est une nouvelle vision pour permettre aux Ivoiriens, comme il a dit, de désarmer le cœur. Les plaies sont béantes, il faut pouvoir les penser. Alors on aurait souhaité rapidement que des sections se mettent en place et que des missions soient confiées. Nous au moins on a eu la chance d'être là avec lui. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu être là. Il faudrait que Côte d'Ivoire Vision se rapproche davantage
de toutes les tendances, comme il le dit. Les foyers de tension, on les connaît plus ou moins. Il faudrait que rapidement, je ne sais pas si je peux appeler une association, il dit qu'il n'est pas non seulement un parti politique. C'est une plateforme. Voilà, cette plateforme fasse en sorte que ce que le pouvoir hésite de faire, que la plateforme essaie de faire pour ramener tous les Ivoiriens à s'aimer, à s'entendre. Pour terminer, je voudrais quand même lui dire merci, parce qu'il a ressorti quelque chose qui peut faire le chapeau de mon prochain papier. Il dit que les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux. Et c'est la classe politique. Je voudrais qu'il nous détaille un peu ce qu'il veut dire par là. Pour la première fois, moi en tant que journaliste, que j'ai rencontré M. Ali, c'était à l'hôtel Pullman. Et c'était justement à propos de Convergence 2020. J'y suis allé avec mes incertitudes et mes craintes et mes préoccupations. Il t'a convaincu? Non, j'arrive. J'y suis allé et j'ai posé des questions et j'ai voulu voir le mouvement à l'œuvre. Mais dans cette salle, les premiers pas qui ont été posés ont été positifs. Je me suis rendu compte que pour la première fois, les Ivoiriens de la diaspora, toutes tendances confondues, pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro je ne sais pas quoi, se sont parlé ce jour-là. Se sont parlé et ça a été quelque chose ça a été un détonateur. Parce que jamais, depuis que la crise ivoirienne a éclaté en 2011, les Ivoiriens de la diaspora ne s'étaient parlé, c'est-à-dire ceux qui sont opposés politiquement et idéologiquement. Et c'était la première fois que ça arrivait. Je me souviens avoir fait un papier qui a fait la une de plusieurs journaux en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous faisons plus confiance à Ali Touré. Quand on parle de Côte d'Ivoire Vision, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens continuent à se parler et que les Ivoiriens continuent toujours à se donner la main. Mais évidemment, nous sommes en 2020 et il y a des échéances qui attendent notre pays. Pour ces échéances, qui sont les hommes les plus qualifiés pour que notre pays ne replonge pas dans la crise? Le porteur robot dont je parle. Du porteur robot dont tu parles et du cahier des charges que nous, on pourrait donner à ce futur candidat pour que les Ivoiriens puissent être contents et puissent avancer. Donc je pense que Convergence 2020, même si c'est la dernière fois qu'on parle de Convergence 2020, a fait quelque chose. Et moi, je suis un journaliste que les gens qualifient de pro-machin, mais tant pis pour eux. Moi, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, tu es le modérateur. Voilà, je suis le modérateur. Je suis le modérateur, mais je voudrais quand même dire... Non, mais j'arrive. On t'a compris. Non, mais j'arrive. Je veux dire que j'ai vu quand même des choses que Convergence 2020 a faites. Ce sont des choses qui ont été faites. Si tu as été convaincu, il faut lui donner la parole. J'arrive. Merci. Excellence. Tu as la parole. Merci. Je dois avouer que je suis vraiment content de l'ambiance qui règne aujourd'hui. Et j'espère que nos prochaines rencontres vont se dérouler de la même façon. Pour le fonctionnement de Côte d'Ivoire Vision, nous ambitionnons d'installer des points focaux. Un en France, un en Allemagne, un en Belgique, un au Royaume-Uni, un en Italie, un en Côte d'Ivoire, un aux États-Unis et un au Canada. Les missions qui seront données à ces personnes, hommes ou femmes, seront des missions de rassemblement, de paix, avec un langage policier, le bon ton. Nous n'allons pas nous inscrire dans la logique des affrontements, mais nous pensons que ce peuple a trop souffert et qu'on ne peut pas passer toute nos vies à se battre. D'autant plus que sur 365 jours, il y a un seul jour qui est réservé aux élections. Donc, les 364 jours, là, il faut bien qu'on apprenne à vivre. Les Ivoiriens ont souvent l'impression que quand les élections présidentielles, c'est la fin du monde. Mais c'est un seul jour, on vote. Hein. Dès qu'on a fini, il faut que la vie continue. Les pays européens ici font des prévisions jusqu'en 2050-2060. En Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'après 2010, plus rien ne va se passer. Donc, voilà un peu comment on compte étendre la plateforme. L'installation en France, je ne sais pas, lorsque le
l'équipe de Côte d'Ivoire Vision va se réunir. On va communiquer sur l'installation de notre représentant ici en France. Oui. Est-ce qu'il y a une cérémonie de lancement officielle? Oui, il y aura une cérémonie officielle. Je dis avec la presse, c'était pour informer du changement de la dénomination. Et j'avais voulu quand même réserver la primeur de cette information aux journalistes ivoiriens, puisque cette plateforme s'adresse d'abord aux Ivoiriens. Maintenant, quel est le portrait robot du président de la Côte d'Ivoire? Bon, ça, c'est une question qu'il faut poser aux électeurs ivoiriens, pas moi. Moi, si tu me poses la question, je te dirais que celui qui doit présider aux destinées de notre pays doit au moins avoir 3 qualificatifs. Il faut qu'il soit un rassembleur, il faut qu'il soit un homme de paix, et puis il faut qu'il connaisse les dossiers techniques. Gouverner un pays n'est pas facile. Il n'y a que ceux qui ne sont pas au pouvoir qui ne savent pas que gouverner un pays n'est pas facile. Moi, je peux vous le dire. Moi, j'ai fait l'opposition, maintenant je suis au pouvoir. Mais la tâche la plus facile, c'est quand on est dans l'opposition. On prend les rumeurs, on en fait des vérités, ou des demi-vérités. On accuse un pouvoir, même s'il a bien fait. Entre 4 murs, on reconnaît les compétences du gouvernement, mais dès qu'on sort dans les micros, on commence à bâcher, parce qu'on connaît tout ça. Pas nous, on a fait l'opposition. Moi, je connais beaucoup d'Ivoiriens ici, qui ne sont pas de mon bord, qui sont à l'Abidjan, et qui m'ont dit que vraiment, le président Ouattara, c'est un bosseur. Mais après, quand je les vois dans les micros des 20 News ou de LG Info, c'est toute une autre histoire. Mais ça, on est habitué. Ça, c'est la politique, c'est pas grave. Que quelqu'un vienne entre 4 murs reconnaître les compétences du gouvernement et du président de la République et qu'en public, il soit un autre langage, ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on puisse le faire dans la paix, sans palabre. Voilà, moi, c'est ce que je demande, quoi. Donc, voilà, quoi. Un homme, on a besoin en Côte d'Ivoire vraiment d'un rassembleur, d'un homme de paix, et puis d'un homme qui connaisse au moins les dossiers techniques, Il y en a beaucoup, justement. Il y en a. Et ça permet de sortir des petits débats qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous pouvez citer quelques noms? Parce que, non, je ne cite pas de nom. Le débat sur la monnaie, sur le chômage, sur les indicateurs macroéconomiques, ce sont des débats techniques. Ce ne sont pas des débats de cours communs, mais des débats de réseaux sociaux. Ce sont des débats... Non, moi, j'ai tous les chiffres ici. Le taux de pauvreté, l'inflation, le taux d'endettement, le taux de l'indice de sécurité, tout ça, ce sont des chiffres qui doivent être portés à la connaissance du public et que chacun apprécie pour dire, bon, ça là c'est bon, mais on peut faire mieux, ça là on aurait pu faire mieux, mais ça là c'est très bon. Mais on ne peut pas laisser des gens parler qui n'ont aucune compétence en la matière, qui n'ont aucun dossier technique et qui viennent se mettre dans des débats et des débats sérieux qui deviennent des débats de poubelle. Ça, moi, ça me gêne. Et la Côte d'Ivoire, j'ai la chance, moi, d'être dans une organisation internationale où je siège pour le compte de la Côte d'Ivoire dans 15 organisations internationales. Il y a des compétences ivoiriennes que vous ne pouvez pas imaginer, qui sont dans la diaspora, qui sont pris en exemple sur la scène internationale. Et quand je vois dans le milieu politique les débats que nous faisons, c'est des petits débats, je suis désolé, c'est des petits débats. Les gens nous amènent à un niveau, nous-mêmes on se rabaisse à un autre niveau. Vous voyez, c'est des... Je peux vous dire, avoir une croissance économique de moins 4 en 2011 pour arriver à 8% en 2018-2019, c'est une performance. Ça peut ne pas plaire, mais c'est une performance. Il faut peut-être poser la question à celui qui a fait ça, comment il a fait. Mais on ne peut pas dire, ah non, depuis qu'il est venu, il n'y a pas de croissance. Mais les chiffres sont là. Ça, c'est technique. C'est le débat technique. C'est pour ça que vous verrez, quand je fais des interventions, je n'aime pas trop aller dans les débats techniques. Moi, je bosse mes sujets avant de venir à une conférence. Voilà. Et c'est valable pour tous les sujets. Mais j'aimerais que dans les prochaines discussions, quand la campagne va commencer, qu'il y ait des débats d'idées de confrontation. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas être méchant, mais en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans le cadre du débat politique qui n'est pas fait du tout. Nous sommes dans les injures, dans les dénigrements, sur les réseaux sociaux. C'est plus intéressant les faits divers que... Mais il y a des choses qui se passent dans le pays. Moi, j'ai une compilation ici devant moi de beaucoup de choses. Voilà, le taux de croissance, taux d'investissement public, retour des réfugiés, taux de pauvreté, indice de développement humain. Mais ça, c'est le sujet que moi, je souhaiterais qu'on débatte à la veille des élections.
Ça permet de faire fonctionner la démocratie et puis d'éviter qu'on se batte sur des petits sujets. Ou bien, il faut que ceux qui sont dans la diaspora ici, ça fait 15 ou 20 ans qu'ils ne sont pas là à Abidjan, parce que s'ils vont à Abidjan, ils vont se perdre. Abidjan a changé. Ceux qui vont à Abidjan vont vous dire Abidjan a changé. Il y en a qui sont dans cette salle-là qui vont régler Abidjan. Posez-leur la question, ils vont vous dire qu'Abidjan a changé. Moi, mais il y a des fois quand je vais à Abidjan, il y a des doutes que je ne reconnais plus parce qu'Abidjan change. Alors si tu as fait 10-15 ans ici à Paris et que tu vas à Abidjan, tu vas plus reconnaître Abidjan. Mais si tu te mets à Paris pour commencer à parler de la Côte d'Ivoire que tu n'as pas vu pendant 15 ans, non, on ne sait pas de quoi tu parles. Ceux qui sont à toi qui a fait 15 ans, eux, ils te courent, mais ceux qui sont à Abidjan, eux, ils rient. Donc vraiment, c'est important. Et puis, il faut qu'on arrête, toute tendance confondue, de dénigrer notre pays quand on n'est pas au pouvoir. Je donne un exemple. Quand l'équipe nationale de Côte d'Ivoire joue, il y en a qui se réjouissent que l'équipe perde. Pourquoi? Parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Et puis, il y en a qui veulent que l'équipe gagne parce qu'ils sont au pouvoir. Mais ça, ce n'est pas un esprit patriotique. Moi, quel que soit celui qui est au pouvoir, là, quand l'équipe joue, là, je veux que la Côte d'Ivoire gagne. En tout cas, moi, c'est moi. Mais on ne peut pas avoir des Ivoiriens qui sont contre les intérêts de la nation quand ils ne sont pas dans le système et qui veulent l'intérêt de la nation quand ils sont dans le système. Mais là, ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation. Or, il faut qu'on tende vers une nation où, quelles que soient nos divergences, quand le drapeau de la Côte d'Ivoire est là, il faut qu'on s'aligne. Voilà, par exemple, une émission que Côte d'Ivoire Vision s'assigne. On peut ne pas d'accord sur beaucoup de sujets. Mais il faut qu'on soit d'accord au moins sur quelque chose, notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour ne pas demain qu'on vienne encore dire les étrangers ont pris notre pays. Mais on peut pas la laisser. Donc, monsieur le modérateur, voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci à tous les confrères qui sont venus. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On est allé même au bout des questions. Tout a été dit. Nous allons maintenant mettre fin à cette conférence. Mais avant, je vais donner la parole à Excellence Ali pour la conclusion, avant que nous ne nous séparions. Mesdames et messieurs les journalistes, je suis un peu triste parce qu'il y a 3 journalistes qui sont dans la salle là que j'avais voulu entendre que je n'ai pas entendu. Il y a Franck Totti, Blaise Bonzier et puis Hilary. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas parlé, mais bon, je suppose... Vous avez donné vos questions à quelqu'un d'autre? Ah oui, on a parlé avec eux. Bon, en tout cas, je remercie ces 3 frères là qui m'ont tous soutenu dans mes actions. Et je voudrais aussi remercier ceux qui sont venus à titre personnel que j'ai invité pour cette conférence. J'espère que c'est un exercice qu'on pourra faire souvent, dans la même atmosphère. D'ici là, les lignes vont peut-être bouger, M. Den, et on pourra peut-être aller plus loin dans nos réflexions. Et peut-être que j'aurai d'autres missions qui me permettront de faire ce que vous me demandez, mais pour le moment, à mon petit niveau, on fait la sensibilisation et puis la communication. On va bientôt vous informer du programme d'activité. Puisque nous avons dit que nous souhaiterions sortir du marasme communicationnel pour entrer dans les vrais débats, je vous informe que Côte d'Ivoire Vision va organiser bientôt un colloque international dont le thème sera Alassane Ouattara, un homme, une vision. Ça permettra à tous ceux qui ne sont pas en phase avec nous de venir engager un débat contradictoire. Mais je voudrais dire aux journalistes, puisque vous êtes des vecteurs de communication, que le président Ouattara a formé des cadres assez compétents et assez outillés pour tenir la dragée haute à tous ceux et à toutes celles qui voudront faire des débats sérieux sur la Côte d'Ivoire. Donc, cette date vous sera communiquée ultérieurement. Et je voudrais encore vous souhaiter bonne année. Merci d'être venu, merci d'avoir été courtois avec moi. Merci, Guégué, de ton soutien et d'avoir accepté d'être modérateur. Merci à Simplice Ongui qui est venu depuis Londres me soutenir. Merci à Tikisha. Et voilà ma tante qui est assise derrière, elle vient d'arriver. Elle est trop jeune. Madame Bagaté, c'est ma tante. Je ne te promets pas, c'est ma tante. Non, je n'ai rien dit. Merci au caméraman. Et puis merci surtout. On est toujours connecté à Abidjanet. Hein? Merci à Abidjanet et à notre ami et frère Nathan qui a bien voulu nous prendre en direct. J'espère que nous n'avons rien dit ici qui puisse choquer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes déterminés à faire avancer le débat politique et à permettre aux Ivoiriens, quelles que soient les tendances, de se parler dans la paix
et dans l'amour. Gage de tout développement durable. Merci. Merci, Excellence. Chers confrères, cette conférence est ainsi terminée. Donc, merci, chers confrères, merci infiniment d'être venus.